Oui, Taha. Euh, ok, donc Tahat Lijani, je suis un étudiant en première année master de recherche au sein de l'École nationale des ingénieurs de Gabès et je suis un animateur et vice-président chargé de relations internes dans un radio associatif à Gafsa, qui s'appelle Capsa FM. Enfin, j'ai choisi ce webinaire, vraiment le sujet ça m'intéresse beaucoup et ça fait partie de mon travail. Quel que soit dans le radio, quel que soit aussi enfin, je travaille dans un club aussi au sein de l'école, donc vraiment ça m'intéresse beaucoup le sujet. Et enfin voilà, enfin, je compte sur vous, Bahia, pour vraiment bien éclaircir les choses et voilà, nous donner beaucoup de conseils, quoi, enfin, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Bon, nous, on a aussi avec nous Amal Smida qui a un petit problème avec son micro, ça arrive. Donc, qui est une étudiante en master marketing et qui aimerait bien renforcer ses connaissances à ce sujet. Une autre personne veut se présenter? Bonjour, oui. Oui. Donc, c'est Emle Chibeni. J'ai commencé à travailler sur mon projet qui s'appelle Cactusti, Cactusti, alors c'est un concept store végétal en ligne. Je suis incubée à Afkar Incubator. Et je te remercie pour cette formation, Peria. Et bon, je voulais approfondir mes connaissances sur le content marketing pour m'aider à créer du content adéquat pour mes pages que je gère, page Facebook et l'Instagram. Voilà, merci. Merci. D'accord. Ben, qui d'autre? Moi, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Nedra. Actuellement, je suis CM, Community Manager dans une ONG. Donc, à vrai dire, j'ai choisi pas mal de sujets, c'est-à-dire plusieurs, puisque vous nous avez déjà donné donc le choix dans le formulaire que vous avez préparé. Toutefois, donc pour cette thématique, je m'attends plutôt à des astuces ou à des tips, comme on dit, plus ou moins mis à jour pour 2020. Et donc, ça me permet d'être plutôt, c'est-à-dire d'anticiper les choses, que ce soit, quel que soit le contenu, image, vidéo ou article, en d'autres termes, adapter mieux donc, mon contenu par rapport, en fait, au contexte et à la boîte où je travaille. Vous savez bien que le marketing dans une ONG, c'est pas le même que une boîte de com ou autre. Donc, voilà. D'accord, c'est noté. Autre personne? Oui, Liliane Goldi. Bonjour Lilou. Bonjour, bonjour à tous. Liliane Goldi, donc photographe. Et c'est bien le sujet que j'avais choisi. Et j'attends tes lumières. En tant que bonne photographe, j'attends que tes lumières sur le sujet. Voilà. D'accord. Si vous aimez mes photos, pensez pas de celles-là, mais j'ai des photos en noir et blanc qui sont magnifiques, surtout celles de mon LinkedIn. C'est Lilia qui a pris les photos. Donc, si vous cherchez un bon photographe, malheureusement, elle n'est pas basée en Tunisie, mais elle vient souvent en Tunisie. Donc, vous savez à qui vous adresser. C'était la minute pub. Caroline, ça viendra la minute pub pour toi après aussi. Merci. Non, je me disais, c'est un super moyen de faire du réseautage, comme le photographe, le projet de Emna, l'ONG, etc. Enfin, on n'aura pas aussi le temps, mais c'est un sujet de webinaire, Baya. On va le faire avec une expérience. On pourra le faire. Déjà, Voilà. après, à la fin de la session, peut-être on essaiera de voir comment, voilà, tout simplement d'échanger les contacts parce que comme Caroline l'a dit, il y a des possibilités d'échanger. Amna, je la vois bien encore échanger avec Caroline, Belhassan avec Lilia, par exemple, Neda. Donc, il y a ces petits ponts d'échange qui pourront être utiles. Quelqu'un d'autre? Les timides? Oui, bonjour Yasmine. Bonjour. Je me présente, je suis Yasmine Allen, je suis une étudiante. En fait, j'aimerais toujours enrichir mes connaissances par rapport à ça, comment gagner les opportunités et adapter au contexte et tout. Donc, dès que je trouve une opportunité, je me lance. Et voilà, c'est tout.
Bienvenue. Ben, Merci. bonjour tout le monde, moi aussi. Ok, Farah, pas de souci pour le problème de micro. On va commencer. Je vais partir un peu du général. Après, ça sera au spécifique. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, vu les participants, en fait, les besoins ils sont différents. Aussi, je pense les moyens, que ce soit en termes financiers, en termes de temps, en termes de ressources humaines. Donc, on va essayer de trouver pour chacun, disons, le moyen utile et les moyens adéquats un peu pour travailler son contenu en ligne et avoir une présence en ligne. Commentaire, je suis chargée. Alors, on a avec nous Khalid Fitouri, chargé digital. Aussi problème de son. Pas de souci, Khalid. Donc bon, je partage avec vous la petite présentation que j'ai fait. Partager l'écran. 2 secondes, ça. Partager l'écran. Et voilà. Yes. Voilà, vous voyez. Regardez toujours. Oui, cool, parfait. Bon, je vais essayer de toujours garder un œil sur les commentaires. Okay. Alors, en fait, quand on parle un peu de contenu marketing et surtout digital, on oublie souvent de se poser la question qui sommes-nous? Est-ce qu'on est une personne, un individu comme moi? Est-ce qu'on est une ONG? Est-ce qu'on est une start-up? Est-ce qu'on est un réseau d'échange? Est-ce qu'on est une université? Est-ce qu'on est les deux? On veut parler par exemple, pour certaines sociétés, pour certaines même entreprises internationales, il y a la prise de la parole de la société et du groupe, par exemple, mais aussi à la prise de parole en public et en ligne des DG, des managers, qui est devenue une tendance et dont je parlerai après. Donc, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous différencie par rapport aux autres? Parfois, qu'en fait, je vois 2 secondes, je check les commentaires. Donc, parfois, quand on nous demande qu'est-ce qu'on nous différencie par rapport aux autres, personnellement, quand je le demande en formation ou parfois avec mes étudiants, on a tendance à se compliquer les choses. Genre, limite, je suis Superman, j'ai des super pouvoirs, je peux voler. C'est pas ça, c'est parfois, c'est votre élément. Vous avez le côté fan. Vous savez rédiger, vous êtes photogénique. C'est des petits détails en fait qui vous différencient et qui peuvent vous permettre après un peu de savoir quel type de contenu et quel contenu vraiment produire. Donc personnellement, moi, je sais que j'aime pas trop, je suis plus à l'aise avec la rédaction. Donc j'aime bien faire des présentations, j'aime bien faire des petits trucs et j'aime pas trop les vidéos. Donc je choisis plus la rédaction que les vidéos. Déjà, je suis définie par conséquent, j'ai déjà prédéfini en fait le type de contenu que je vais produire et que je suis à l'aise pour produire. Donc une fois on a trouvé l'élément qui nous différencie, surtout pour les marques, là quelles sont vos valeurs, quelles sont votre user unique selling proposition. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents, par rapport aux autres? Déjà, c'est pourquoi on doit se poser au début cette question? Parce que c'est l'élément qui va nous différencier un peu et qui va être, disons, un focus de notre contenu qu'on va essayer de mettre en avant et d'accentuer à chaque fois. Quels sont nos objectifs? Avoir une présence en ligne, oui, c'est bien. On n'a pas trop le choix, la question ne se pose même plus, on est en 2020, la question ne se pose même plus si je dois être en ligne ou ne pas avoir une présence en ligne. Quelle que soit la casquette qu'on va porter en tant qu'individu, qu'artiste, qu'établissement, qu'ONG, que réseau, que média, etc. Parce que tout simplement, même si on n'est pas officiellement présent en ligne, on l'est autrement. Je m'explique. Maintenant, il y a tout le monde qui s'exprime. Tout le monde est expert, tout le monde a la parole grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a les groupes. Moi, mon établissement, j'ai pas de présence sur les réseaux sociaux. Et moi, en tant qu'individu, en tant qu'internaute, je vais écrire quelque chose, que ce soit qui peut être positif ou négatif, à propos de votre établissement et je vais la mettre en ligne. Vous ne contrôlez pas trop ce qui se dit sur vous en ligne, donc c'est bien d'avoir une présence officielle pour reprendre ce contrôle,
pourront aussi avoir la conversation qui se trouve dans vos canaux à vous, votre page Facebook, votre compte Instagram, votre compte Google My Business, etc., etc. Donc, une fois déjà on a la présence en ligne, quels sont nos objectifs? Est-ce que c'est pour trouver de nouveaux clients? Est-ce que c'est pour s'inspirer? Est-ce que c'est pour trouver un investisseur? Est-ce que c'est pour, si on est un média par exemple, est-ce que c'est pour recruter, convertir des lecteurs? Les besoins, ils sont différents. Aussi, il y a les objectifs plutôt qui sont différents. Il y a l'objectif primaire, à long terme, à court terme, etc. Je check un petit instant les commentaires. Est-ce que tout le monde m'entend? Il n'y a pas de problème? Oui, tout va bien. Parfait. Alors, maintenant, on se dit notre objectif. Parfois, j'ai des clients ou des personnes qui me disent oui, je veux avoir une présence en ligne. Oui, je veux être présent sur tous les réseaux sociaux. Quelle est votre cible? Bah, tout le monde. C'est bien, c'est sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on est limité. En termes de moyens techniques, humains, financiers, si vous êtes un individu, c'est clair. Vous avez votre travail, vous avez le temps d'effectuer votre travail, vos factures, ainsi de suite, ou même un entrepreneur. Déjà, vous portez 36 000 casquettes entre commercial, marketing, financier, etc., etc. Donc déjà, la question qui se pose, quels sont vos moyens? Est-ce que, par exemple, le côté technique, qu'est-ce que vous maîtrisez? On revient à la case départ dont j'ai parlé au début. Moi, je suis à l'aise, par exemple, à la rédaction. Qu'est-ce que vous maîtrisez? Ou même si vous avez quelqu'un de dédié au sein de votre équipe qui va faire ça. Qu'est-ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il sait rédiger? Est-ce qu'il sait écrire? Est-ce qu'il est capable de vous lancer un simple mini-site web? Est-ce qu'il est capable de vous lancer un site de e-commerce si, par exemple, vous allez faire de la vente en ligne? Comment vous êtes à l'aise avec quoi, en final? Côté technique, aussi côté humain, mais aussi côté financier. Quand je dis côté financier, parce que voilà, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à investir pour la création du contenu pour avoir par exemple un shooting photo professionnel et pas que des photos faites par un téléphone et parfois qui sont mal cadrées? Est-ce que vous avez les moyens pour recruter quelqu'un pour qu'il vous fasse, disons, la vidéo promo de votre établissement, de votre université, de votre start-up, et ainsi de suite? Donc, quels sont les moyens techniques et financiers et humains? C'est vraiment parfois, c'est ça disons, qui cause problème parce qu'on a tendance à se dire oui, je vais être sur Facebook, oui, je vais être sur LinkedIn, je vais être sur TikTok, je vais être sur Twitch. Ah, les gamers, ils m'intéressent, donc je vais aller sur Twitch et Discord. Mais au final, est-ce qu'on a la possibilité d'être sur tous ces réseaux sociaux? Et par conséquent, si on doit être sur tous ces réseaux sociaux, donc vous devez être présent sur ces réseaux sociaux, s'adapter au code de ces réseaux sociaux que vous avez choisis, avec du contenu bien dédié, du contenu spécifique. Déjà, par exemple, si la même information, vous allez la poster sur Facebook, ben sur Facebook, ça peut être une vidéo courte ou une photo. Sur Instagram, ça peut être une vidéo courte, mais vous devez choisir si elle va être dans la story, dans le feed, dans la IGTV, qui est la chaîne vidéo de Instagram. Sur YouTube, ben, ça doit être horizontal. Déjà, le format, il change en termes de longueur et en termes d'horizontal et vertical. Et là, même si c'est la même information, c'est la duplication, disons, de la production et qui prend du temps et qui nécessite certaines compétences techniques. Donc, avant de choisir les réseaux sociaux, déjà, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et une fois on a vraiment écrit noir sur blanc ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire tout en étant réaliste, bah après on pourra choisir les réseaux sociaux en fonction de nos objectifs, mais en fonction aussi de notre cible. Donc déjà, je saute à ce slide. Donc, la création de contenu, c'est un peu le cycle de création de contenu. Donc, c'est la planification. Connexion Internet instable. Est-ce que vous m'entendez toujours? La photo, l'image, elle est claire ou je switch à la 4G? Pour moi, elle est claire, mais juste diminuer un petit peu pour que toute l'image soit… Enfin, je vois tout le diagramme, quoi. Vous voyez mieux maintenant? Ouais, Oui, très bien. parfait pour moi. Parfait, ouais. Parfait. D'accord, on continue. Donc, disons, le cycle de création de contenu, c'est la planification, la production, la promotion, surtout si on va passer un peu et basculer pour
la publicité en ligne et la publicité payante. Après, il y a l'analyse, c'est une étape clé que parfois on zappe, l'analysation pour voir si ça a marché, si ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Parfois, on a tendance, le son coupe parfois, d'accord, bon, je vais rapprocher le micro. Parfois, moi, je vois des marques ou des gens qui te disent, ah oui, j'ai créé le buzz. Par exemple, un simple exemple, moi, j'ai vu une fois un statut partagé, un post plutôt partagé d'une marque de téléphonie. Oui, on a eu le post le plus engageant qui était en fait, le post, c'était un selfie. Plutôt, je reprends dès le début. Cette marque a lancé un nouveau téléphone. Bah, pour la promotion, ils sont passés sur une émission télé qui avait une forte audience. Et donc, c'était un passage télé. Déjà, le passage télé, il était acheté, je crois, à 40 ou 50 000 dinars. Il y a un investissement fait déjà à la télé. Et après, c'était télé et digital. Et donc, pour le digital, bah, c'était les animateurs et les personnes qui étaient présentes sur le plateau qui ont fait un selfie. Après, ce selfie avec ces personnes, il a été posté sur la page Facebook de la marque de téléphonie. Et après, il y avait une sorte de jeu concours où on demandait aux gens en fait de commenter et le dernier commentaire en taguant 3 de ses amis allait gagner. Bah, forcément, il y aura un tsunami de commentaires. Donc, on ne peut pas dire que oui, c'était un poste très engageant et que les gens ils étaient engagés. Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas de l'organique, ce n'était pas du native. C'est payant. Et les gens, ils avaient cette fameuse carotte, en fait, à la fin. Ils s'attendaient à gagner quelque chose. Et un téléphone qui valait 1000 dinars. Donc oui, ça a marché, mais ça a marché grâce au téléphone, grâce à la publicité à la télé. Donc il y a eu un investissement publicitaire à la fin, c'est pas de l'organique 100%. D'autre côté, parfois on trouve une campagne ou un statut ou un post ou une vidéo, en fait, qui ont les ingrédients, tous les ingrédients qui ont réuni tous les ingrédients du succès. Disons, c'est fun, ça correspond à l'ADN de la marque, c'est court, c'est léger, graphiquement c'est bien fait, etc. Je crois que je vais enlever les lunettes, c'est mieux avec le reflet de l'écran. Donc, on trouve un post ou une campagne ou même une petite vidéo, bah, elle réunit toutes les clés du succès. Mais ça n'a pas marché. Bah, par exemple, c'est juste le contexte. Disons, il y a quelques semaines, il y a eu malheureusement l'attaque devant l'ambassade des États-Unis. Bah, imaginez que vous avez lancé cette publication et 1 heure après, il y a eu cette attaque. Bah, toute l'opinion et toute la conversation, elle va être dirigée vers ce drame et vers ce sujet. Donc oui, votre publication et votre campagne ou votre contenu avait tous les clés de succès. Il aurait été partagé, généré des commentaires, etc. Mais malheureusement, c'est le contexte. Et parfois, on ne contrôle pas ce contexte. Bah, la règle déjà à retenir de cela, c'est on le garde, on reprend tout simplement et on s'adapte et on essaie de reprendre. Donc, pour revenir à ce graphe, donc on a la planification, la production, la promotion, l'analyse. S'il y a une amplification pour voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs, on n'a pas atteint nos objectifs, notre cible a été touchée, pour voir aussi si ce type de contenu, il marche pas, notre cible, elle l'a vu, elle l'a pas vu, elle est réceptive, elle n'est pas réceptive, etc. Et on reprend planification, production, promotion. Et on a ce petit cercle vicieux par rapport à la production de contenu marketing. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il faudra bien connaître sa cible. Ces cibles, en fait, quand on vous dit connaître sa cible, ça consiste à quoi selon vous? On essaye d'échanger un peu. Par exemple, les personnes qui se sont présentées, quelle est votre cible ou quels sont vos publics cibles? Il y a quelqu'un? Alors, tu m'entends? Oui, Caroline. Mon cible, ouais, mon cible à moi, c'est les femmes entrepreneurs en Tunisie. D'accord. C'est tout? Pour moi, non, c'est pas tout. D'accord. Les autres? Bon, pour moi, Okay. Pour moi, possible, c'est les personnes diabètes. OK. Les personnes diabètes seulement ou leur famille, les médecins?
Non, non, je fabrique les glycomètres intelligents. C'est pour suivre le taux de diabète chez les personnes, mais en utilisant une nouvelle technologie basée sur la lumière. Donc, c'est Wow. toutes les personnes diabétiques qui cherchent à suivre leur glycémie dans le sang. D'accord. On a ici aussi Hege. Pour elle, la cible, c'est les médecins, le grand public, les pharmaciens, les grossistes. Et on a pour Sourou, sa cible, c'est les étudiants. Pour Belahsan, c'est Euh, corporate. Pour Sarah, c'est grand public, sécurité électronique. D'accord. Si vous me permettez, Oui. oui, donc puisqu'on est un radio associatif culturel, donc on est plus, notre cible c'est plus les jeunes entre 20 ans et 30 ans, et c'est en relation avec la culture, voilà. C'est les jeunes et les jeunes étudiants. D'accord. Alors pour moi, oui, pour moi, la cible, c'est toute personne qui s'intéresse aux plantes, design et décoration. Voilà. OK. Et on a ici, bon, je vois pas le nom, il y a les numéros. C'est le fait de comprendre la cible, leur personnalité, leur intérêt et leur créer du persona avant. C'est Amal. OK, Amal. Donc voilà, en fait, c'est comprendre sa cible, mais aussi en comprenant notre cible, déjà, on pourra définir ou quel type de contenu leur produire. Bah, par exemple, pour Belhassan, il a dit du corporate. Donc, c'est clair que c'est une cible qui se retrouve sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social à favoriser. Le grand public, et les étudiants, c'est clair, ça va être Facebook, ça va être Instagram. Donc, chaque réseau social, en fait, il a ses spécificités, il a son public cible. La question en fait, que je vais poser maintenant, est-ce que vous pensez que chaque réseau social, et j'en formule la question, parce que j'ai déjà la réponse en fait, mais je n'ai pas pensé à comment poser la question. Donc la question que je pose, est-ce que je peux être surtout, disons que j'ai les moyens, j'ai le temps, j'ai l'équipe qui va faire du contenu dédié spécifique à chaque réseau social. Est-ce que moi, en tant que marque, quelle que soit la marque, je peux être sur tous les réseaux sociaux où il y a des restrictions, genre non, ça c'est pour les très jeunes, les milléniaux, non, ça c'est pour les seniors ou autres. Est-ce que vous pensez que je peux être sur tous les réseaux sociaux? Disons que j'ai les moyens financiers, techniques, humains, temporels, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas préférable d'être partout. OK. Difficile d'être sur les réseaux sociaux. Belhassan. Oui, si j'ai des ressources. En fait, là, je vais vous donner en fait plutôt des contre-exemples. Oui, c'est difficile, oui, d'être présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, comme Belhassan il a dit. Il faudra, comme Neda le dit, c'est de préparer un contenu adapté. Mais si on a le temps, les ressources, on peut le faire. Et on le voit sur, par exemple, pour les médias. Je donne un simple exemple. Là, TikTok, il y a TikTok qui est en train d'exploser les 2 dernières années, mais surtout pendant le confinement, ça explose. Bah, tout le monde s'est dirigé sur TikTok parce que Facebook, c'est devenu depuis disons les derniers mois, pour ne pas dire les dernières années, il est devenu un peu trop noir, trop passif, trop pas si fan que ça. En plus, il y a les parents, il y a les grands-parents, et ainsi de suite. Instagram, oui, le monde, il était le monde beau, tout le monde est beau, tout le monde est musclé, tout le monde cuisine de bons plats, etc. LinkedIn, c'est professionnel, parfois ça se fait Facebookise. La question qui se pose maintenant, il y a tout du monde sur TikTok. Bah, dernièrement, alors, je vous donner un contre-exemple. Il y a un média américain qui est le Washington Post, qui est perçu, entre guillemets, comme un média de vieux. C'est un média de longue date, c'est un newspaper, c'est un journal qui a sa version en ligne. Bah, en fait, ils ont créé un compte TikTok. Et dans ce compte TikTok, bah, ils reprennent les actualités, ils reprennent la news à la sauce de TikTok. Les TikTok, c'est ces vidéos courtes avec beaucoup de mouvements. Donc, oui, on peut être présent sur tous les réseaux sociaux. C'est juste, en fait, le hic et, disons, l'ingrédient secret, c'est s'adapter à tous ces réseaux sociaux-là. On trouve, par exemple, aussi à part le Washington Post, maintenant on trouve Amazon qui est présent, Amazon Vidéo pour la promotion de ses séries télé qui est présente sur TikTok. Il y en a des marques de cosmétiques qui sont présentes sur TikTok. Ils voient que ça explose. Par exemple, la marque de cosmétiques de Rihanna qui s'appelle Fenty Beauty, ils ont fait la villa TikTok où ils ont pris des célébrités, des TikTokeuses célèbres
qui sont spécialisées dans le make-up. Ils les ont toutes réunies dans la villa et ils sont là pour produire du contenu 100%. À part que cette marque, elle a une page Facebook, elle a son site de e-commerce, elle a son compte Instagram, elle a son Snapchat, etc., etc. Donc, c'est juste la réponse pour reprendre la question que j'ai posée. Oui, on peut être sur tous ces réseaux sociaux. Par exemple, le EDF, qui est une marque, cela dépend toujours de notre cible. Bien sûr, oui, on reprendra pour la cible. Ça dépend toujours de la cible, Farah. Mais aussi, si notre cible, par exemple, pour le cas que j'ai cité, Washington Post, ils voulaient cibler les jeunes. Ils voyaient que le média, ils avaient cette notoriété, en fait, plutôt cette image de médias vieux, médias anciens, médias que pour les papis. Ils voulaient que les jeunes, ils s'intéressent à leurs médias et ils s'intéressent à l'actualité. La conversion aussi n'est pas la même. Ces jeunes, ils ne vont pas aller sur leur site, lire toute l'information à l'article détaillé, mais ils ont au moins, il y aura le branding et la notoriété de Washington Post en tant que média. Lorsque on va demander à ces jeunes, quel est le média que vous connaissez, ils vont dire le Washington Post. Donc, mais il n'y aura pas aussi, même après, pour la conversion et un peu pour revenir, finalement, qu'est-ce qu'on cherche de ces réseaux sociaux pour revenir à l'objectif. Bah, pour certains, ça va être la conversion Facebook ou d'autres réseaux sociaux. C'est clair qu'on va avoir ces clics lorsqu'on va partager un article ou une vidéo ou une news. On s'attend à ce clic qui va ramener vers notre site web. Bah, pareil pour les autres réseaux sociaux. Là, on cherche la notoriété. Parfois, on zappe l'objectif principal, c'est la notoriété. Et on commence toujours à produire et à s'attendre à des conversions. Et au final, on ne trouve pas... il n'y a pas de notoriété, on ne connaît pas et bien sûr, il n'y aura pas de conversion ou il y aura de fausses conversions. Qu'est-ce qu'il nous dit notre contenu et qui en s'adresse et elle adapte à chaque fois à chaque réseau social qu'on change. Exactement. Par exemple, il y a la marque EDF sur Instagram. EDF, oui, c'est EDF. En fait, il y a une autre centrale numérique, General Electric, je crois General Electric. Oui, peut-être je vous enverrai après les exemples et les liens à la fin du webinaire. General Electric ou EDF, ils ont un compte Instagram magnifique. Instagram, c'est les couchers de soleil, c'est la nature, c'est la beauté. C'est ce qu'ils ont fait. On trouve des poteaux d'électricité avec un fond de golden hour et le coucher de soleil. C'est vu, c'est magnifique, le ciel est rouge et ça collecte des likes. Avec un message, bien sûr, pour rappeler que voilà, leur équipe, ils travaillent, ils sont là, ils ont un capital humain. C'est juste comment adapter son message par rapport à ces réseaux sociaux. Si on a bien sûr les moyens et on a les moyens financiers, humains et le temps qui est parfois notre ennemi. Donc, pour revenir à la présentation, donc, bien connaître ses cibles, ne pas négliger les différents canaux de distribution. Aussi, quand on parle de stratégie de contenu, on parle directement des réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, en fait, quel type de contenu on pourra produire? Il y a la photo, le texte, la vidéo, mais il y a aussi, surtout pour les corporates, un type de contenu qu'on zappe c'est parfois et qu'on pense que c'est has-been et qui n'est plus d'actualité, mais qui fonctionne parfaitement pour plusieurs secteurs et pour plusieurs institutions, à savoir qui est les newsletters. Donc, ça vous permet de garder un lien avec votre communauté. Bien sûr, si c'est bien fait, si c'est après mesuré pour voir qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, si vous avez mis des liens, qui a cliqué sur les liens, qui a-t-il une conversion après, etc. Il y a les newsletters. Il y a aussi le partage de savoir-faire et de connaissances. Bien sûr, pas tout dévoiler et tout en public, mais dans le format de livre blanc, on pose des astuces, des actualités, un savoir-faire, une information en fait qu'on a vue. Donc, c'est ne pas négliger les canaux de distribution et se concentrer sur ces canaux de distribution classiques. Autre chose aussi, ne pas publier assez. Il y a le vrai problème en fait, voilà, l'inconvénient, c'est qu'on zappe un peu le fait de publier du contenu fréquemment. On poste, parfois tu trouves une marque ou un individu ou quel que soit, qui poste tous les jours. Et après, pendant un mois ou 2 mois, c'est le silence radio. Après, il revient pour 2-3 jours. Et silence radio. Il faut éviter en fait cette communication un peu en dents de scie. Ce qui est recommandé, c'est faire un planning éditorial. Vous êtes là, surtout si vous allez produire le contenu ou si vous avez quelqu'un qui va le faire à votre place. Voilà, quelles sont les thématiques. Par exemple, je vais faire un post commercial. Voilà, call to action. Nous avons une promo du lundi au vendredi. Inscrivez-vous avant le 31 mars. Et vous avez cette promotion-là.
un post qui parle de notre capital humain, de notre équipe, de nos valeurs, un post qui parle de notre cadre. Les gens ici veulent un peu ils aiment un peu le behind the scene. Surtout que maintenant, je vais parler un peu des entrepreneurs. Parfois, je vois des entrepreneurs qui sont un peu très, disons, carrés. Stay to the point, en fait. OK, vous avez le one-minute pitch, le one-sentence pitch, vous avez le pitch elevator, tous ces trucs qu'on vous a demandé. Est-ce qu'il faut faire recours au marketing offline? Hold that thought, juste, je reviendrai à cette question après. Donc, je disais, par exemple, pour les entrepreneurs ou les consultants ou les indépendants, bah, OK, vous avez cette présentation, qu'est-ce que vous faites? Je fais ça pour vendre à ça, voici ma cible. OK, ça marche pour les investisseurs, mais aussi pour le grand public. Et si vous voulez avoir une communauté, cette communauté, après, elle peut être vos partenaires, les personnes qui vous soutiennent, pourquoi pas vos futurs investisseurs, vos futurs clients, etc. On oublie un peu notre storytelling et notre vécu. Je vois certains entrepreneurs ou même des personnes. Généralement, on ne partage pas le côté personnel. Et quand je partage de côté personnel, ça ne veut pas dire ces photos à la plage ou en soirée privée ou autre, mais c'est struggle en fait. Par quoi on a passé ces apprentissages? Chacun il a une histoire à raconter. Chacun est passé par une période difficile ou moins difficile. Il a appris quelque chose, que ce soit par hasard, quelqu'un le lui a dit ou il a appris lui-même. Donc, et par conséquent, c'est bien toujours de partager ce petit côté personnel de son parcours, de son vécu, de sa propre expérience, qui pourra être utile à d'autres et qui pourra donner cette touche humaine et faire mieux connaître en fait cet individu ou cet entrepreneur-là. Aussi du côté des marques ou même des ONG, il y a le côté humain. Donc, on dit souvent qu'il faut humaniser la marque, l'institution et tout. Humaniser via la prise de parole, via le type de contenu, mais aussi via son capital humain. Essayez aussi, par exemple, un établissement. Moi, quand je vais à un établissement hôtelier, j'aimerais bien connaître le réceptionniste à qui je vais m'attendre. C'est bien, je sais qu'avant d'aller à cet établissement, je vais aller vous retrouver Mohamed, Asma et Ali qui sont souriants, qui vont m'accueillir lorsque je vais me présenter à l'hôtel avant de prendre ma chambre. J'aimerais bien savoir, par exemple, s'ils ont une bibliothèque, quels sont les livres disponibles dans la bibliothèque qui est à la salle d'attente. C'est des petits détails, en fait, quand je vois aussi beaucoup d'organismes, beaucoup de lieux de travail, en fait, qui sont magnifiques. Instagrammables, il y a des petits détails, en fait, de la déco, la bibliothèque des livres, parfois, les personnes, même, chacun il a ses personnes. On trouve quelqu'un qui a un casque rigolo. Ou il y a plein de détails en fait qu'on zappe, qui peuvent être pas cet ingrédient secret au vrai sens du terme, mais qui nous différencie des autres et qui montrent qu'on est humain, qu'on est là, qu'on est lié, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à trouver ces détails-là. Si aussi votre côté de personnalité, vous êtes timide, vous êtes introverti, extraverti, c'est à vous de trouver ce mix-là que vous voulez mettre en avant et que vous voulez communiquer, mais surtout, n'hésitez pas à partager votre côté humain et surtout votre parcours. Par quoi vous êtes passé, qu'est-ce que vous avez étudié, comment vous vous êtes retrouvé là. Moi, je me suis retrouvée là par hasard. Oui, par hasard, mais après, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je fais? Aussi, chacun, je pense, il a acquis un savoir-faire, des connaissances. On ne va pas dire qu'expert, personnellement, je déteste ce mot, il a acquis des connaissances. Ces connaissances, ils peuvent être toujours utiles. Par exemple, vous assistez à un événement, vous assistez à une conférence. Là, comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, avec ce confinement, on est tous à 100% cotés sur les webinaires. Après que vous avez assisté à un webinaire, à une conférence, par exemple, dans votre sujet, à un événement lié à votre secteur d'activité, que pensez-vous, selon vous, c'est quoi le contenu qu'il faudra poster? Vous êtes encore là? Oui, on est là, on est là. Alors, selon vous, c'est quoi le contenu que vous recommandez de poster, par exemple, suite à un webinaire, suite à un événement physique ou virtuel auquel vous avez assisté? Le thème, moi je posterai avec un print screen et je dirais qu'il y a le thème, ce que j'ai pu apprendre, ce que ça m'a apporté. Si c'est par exemple un thème de l'entrepreneuriat, je mettrai les gros points que j'ai pu apprendre et puis je remercierai l'organisateur en le taguant.
Voilà, c'est juste remerciement, valeur ajoutée. Exactement, c'est la valeur ajoutée. C'est ce que vous avez appris. Si aussi, si vous, aussi votre touche en fait personnelle, ok, vous faites pour les fidéliser. Ok, remercier les participants et partager la vidéo du webinaire pour les fidéliser. Oui, mais aussi, voilà, vous avez assisté à un événement. Là, je parle en tant que participant, pas en tant qu'organisateur. Je vois souvent plein de publications des gens, oui, aujourd'hui, j'ai assisté à X et point. Mais c'est quoi la valeur ajoutée, comme l'a dit Hege? Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, en tant que récepteur du message, qu'est-ce que j'ai appris? Mettez-vous toujours, en fait, à la place des personnes, des récepteurs. On scrolle, et je trouve, par exemple, ah ben, Haya qui a assisté à une conférence. Et bon, elle assiste à une conférence X ou Y et tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné? En fait, c'est juste, vous allez partager l'information, apporter une valeur ajoutée. Si vous avez eu des liens ou des trucs ou des tips ou des templates ou autres, n'hésitez pas à la partager. Aussi, de citer la source, comme vous l'avez mentionné, remercier les autres. Ned, en cas où je donne mes remarques, si c'est OK, je le dis. S'il y a lacune, je le dis aussi. OK, mais attention à être objectif aussi parce que, et ne pas offenser certaines personnes. Donc voilà, non, il ne faut pas hésiter, je recommande la personne et je partage mes recours. Exactement ça. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? N'hésitez pas, juste ne vous contentez pas de juste mettre bonjour, oui, j'étais à X conférence, à X A, et voilà, c'est comme ça que j'ai passé ma journée. C'est pas un post à la Facebook où on se tag en train de boire un café à la Médina de Tunis. C'est strictement pas ça, à essayer d'apporter une valeur ajoutée. Chacun de nous, il a une touche. Chacun de nous, il sait faire quelque chose, que ce soit la rédaction, la photo, aussi pour la rédaction, ou que ce soit pour la photo, pour la vidéo, il faut choisir le format en fait dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous savez pas rédiger en français, bah rédigez pas en français, rédigez en arabe. Et dans ce cas-là, utilisez l'arabe et al-fasha, et tout simplement vous rédigez en anglais aussi, et tout simplement bah, les réseaux sociaux, dans chaque réseau social, il y a la traduction en fait automatique qui se fait. Moi, si c'est mon Facebook, il est paramétré en français. Et si je veux un post en arabe ou en anglais, il y aura toujours Translate, que ce soit pour Instagram, que ce soit pour LinkedIn. Donc, essayez de rédiger dans un langage dans lequel vous êtes le plus à l'aise pour commettre moins de fautes. Et comptez sur les réseaux sociaux en fait pour faire la traduction à votre place. Ne vous souciez pas trop de la traduction. Je vois parfois des gens qui s'expriment mieux en anglais, mais qui disent non, les Tunisiens, par exemple, ils sont très français, etc. Là, je parle pour ce cas-là, pour la langue, c'est plus pour les individus, les entrepreneurs, les consultants. Pour revenir aux marques, aux ONG, là, le langue, ça va dépendre un peu de votre cible. Donc, c'est clair, si vous ciblez la Tunisien, ça va être le français. L'anglais, ça va créer une petite barrière, même si avec la traduction, mais un client ou un futur client ou un prospect qui voit une publication en anglais, ça va créer cette barrière, même s'il y a la traduction. Donc, toujours choisir la langue qui vous convient en tant qu'entrepreneur. Et pour les marques et autres, c'est plutôt essayer de vous rapprocher de votre cible. Farah nous dit qu'il y a des marques qui utilisent le dialecte tunisien que je trouve pas mal du tout, comme Plan B par exemple. Là, voilà, c'est un restaurant Plan B. Ils utilisent le dialecte tunisien avec un mix entre tunisien et arabe. Et voilà. Donc, c'est en fait un choix à faire, mais aussi c'est un mix à faire. Et ça dépend, par exemple, pour les marques, est-ce que c'est une marque internationale, c'est une marque locale? C'est une marque internationale, c'est clair qu'elle a des guidelines, mais on peut aussi utiliser le dialecte tunisien. On voit les opérateurs, toutes les marques qui utilisent le dialecte tunisien, surtout sur Facebook, pour se rapprocher. Pour Instagram, c'est le français. Donc, même le langage, on essaie de s'adapter. Donc, pour revenir, ne pas publier assez, c'est essayer d'avoir cette fréquence de publication, ne pas privilégier la quantité au lieu de la qualité. Donc, vaut mieux avoir un post par semaine qu'avoir un post tous les jours. Et ce post tous les jours, il n'y a pas de qualité, il n'y aura pas de feedback, il n'y aura pas de like, il n'y aura rien. Aussi, on me pose souvent la question, combien de posts je dois mettre sur mes réseaux sociaux? Il n'y a pas de recette magique, en fait. Juste le conseil que je me permets de donner, c'est laisser un temps de vie pour cette publication. Par exemple, si vous partagez matin et soir,
y a pas, elle va pas vivre la publication en fait au sein du fil d'actualité. Si vous remarquez par exemple sur votre fil d'actualité sur Facebook, bah, vous tombez sur un statut qui a été publié le 26 ou le 25 mars par un de vos contacts. Bah, pour une autre, quelqu'un a commenté ou c'est juste l'algorithme, ce fameux algorithme de Facebook ou d'Instagram qui ne fait ressurgir cette publication que maintenant. Donc, laissez ces 24 heures à 48 heures en moins de durée de vie à votre publication et à votre post pour que, voilà, laissez le temps pour les gens d'interagir, de voir, de cliquer et même aussi pour vous le temps d'évaluer et de voir à quoi ça sert. Donc là, j'ai pas fini la partie théorique. Il nous reste un peu de temps, bien sûr. Donc, on va essayer de voir, plutôt de répondre à vos questions maintenant, disons, spécifiques un à un. Ça, c'est la partie théorique, une publication Facebook ou Instagram avec des photos. Donc, des questions ou plutôt des cas spécifiques, s'il y a des trucs, je sais, c'était un peu général et j'ai essayé d'adapter un peu à chacun des besoins des participants vu les profils que j'ai pu cerner au début. Donc là, vos questions. Membre, personne. Quelle est la différence entre mention, nombre de personnes, de vues et les likes sur Facebook? Caroline, je n'ai pas trop compris votre question. Caroline, tu peux mettre ton micro et nous la dire, la question? Oui. OK. Dans des posts Facebook, tu peux avoir, en tant qu'administrateur, la mention X personnes l'ont vu et tu as qu'un ou deux ou trois likes. Est-ce que ça veut... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Comment? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, quand ils disent il y a X personnes qui l'ont vu, ça c'est la réalité? Oui. C'est le nombre de personnes en fait qui ont vu la publication. C'est le nombre de vues de personnes qui ont vu votre publication. Bah, ça peut être votre communauté, mais il y a des gens qui font partie, qui ont mis j'aime sur votre page, ou d'autres personnes qui ont vu votre publication pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi, je suis amie avec Taha sur Facebook, Taha qui a partagé la publication. Donc, moi, j'ai vu votre publication via le fil d'actualité de Taha. Par exemple, tu l'as partagé dans un groupe. Moi, je suis membre dans ce groupe, pas forcément membre de ta communauté sur la page de Next Women, mais je l'ai vu. Là, ce qui compte, c'est en fait, c'est un ratio qui se calcule par rapport au nombre de likes divisé par le nombre de personnes vues fois 100. Donc, c'est le pourcentage que vous avez qui va vous permettre si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Maximum, le chiffre, surtout si c'est organique et que ce n'est pas payant, c'est dans les, disons, 20%. Donc, le nombre de personnes qui ont vu divise le nombre de likes et d'interactions, en fait, cumule, likes, commentaires, partages, toutes ces interactions-là, on les divise par le nombre de personnes qui l'ont vu, fois 100, et c'est un chiffre parfois entre 2%. Surtout si c'est organique, malheureusement, Facebook explique un peu aussi pourquoi certains le délaissent, c'est que voilà, c'est aussi le temps d'engagement dont je parlais. Enfin, les gens ils délaissent Facebook, c'est parce que ils poussent les gens en fait à mettre de l'argent et que ça soit publicité payante, alors que finalement on a un taux d'engagement et l'algorithme il baisse un peu. Comment mesurer la réussite d'un post? En fait, c'est quoi votre objectif? Disons que votre post, vous avez mis un lien, il y a un call to action. L'exemple que je mentionnais tout à l'heure, utiliser un hashtag. D'accord, je reviendrai à mal. Organique, Caroline. Bon, je reprends avec Caroline. Organique, c'est quoi la question, Caroline? C'est quoi organique? Oui. Organique, c'est sans publicité en fait. C'est les likes que tu collectes, les interactivités. Tu n'as pas mis de publicité. Il y a deux types en fait sur Facebook ou même sur les réseaux sociaux. Il y a l'organique qui est le naturel, si on peut traduire ça, et il y a le publicité, le payant. C'est le deux types en fait de portée ou de mesures pour pouvoir voir les statistiques si c'est naturel ou c'est boosté et payé. Donc pour revenir, comment mesurer la réussite du post Mna? En fait, Mna, ça dépend de votre objectif. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez mis un call to action? Si vous avez mis un call to action ou même un lien pour le site extérieur, par exemple, nous avons lancé notre nouvelle version du site, bah, visitez-la et dites-nous ce que vous en pensez.
Déjà, la première règle, c'est mettre un lien court. Les liens courts avec des outils comme Bitly, ça vous permet de voir combien de personnes ils ont cliqué sur votre publication. Donc, imaginons, vous avez 500 personnes qui ont vu votre post. Vous avez 20 likes et vous avez 5 clics. Et dans les 5 clics aussi, sur votre site web, vous avez ces 5 clics, mais vous avez aussi de l'autre côté Google Analytics. Donc, il faudra aussi mixer ces deux datas-là pour voir. Vous avez sur Google Analytics, pour le 31 mars, le jour de votre publication, vous avez vu que les visites provenant de Facebook, elles ont augmenté. Donc là, ça dépend de votre objectif. S'il y a, par exemple, un lien externe, il y a une interactivité. Votre post, en fait, il parle de quoi pour savoir quoi mesurer finalement? Est-ce qu'il y a un lien externe? Il y a une vente? Il y a une visite à votre magasin? Il y a un abonnement à la newsletter? Est-ce que c'est un post pour le fun? Est-ce que c'est une information? Donc, si c'est juste un truc, disons, standard, une information ou autre, là, on le mesure par les statistiques. Le taux dont je parlais tout à l'heure, c'est combien de personnes ont interagi, divisé par le nombre de personnes qui ont vu le post, fois 100, le pourcentage entre 2 à 20%, vous êtes dans les normes, si c'est organique, bien sûr. Donc ça, c'est pour comment un peu mesurer votre post. Je reprends petit à petit, utiliser les hashtags et quels sont le nombre maximal par publication. En fait, pour utiliser le hashtag, règle numéro 1, essayez d'avoir un hashtag spécifique à vous, pour votre secteur d'activité, pour votre entreprise, etc., etc. On recommande d'éviter les hashtags génériques, surtout les trucs sur Instagram à la like for like, happiness, et ainsi de suite. Surtout si vous êtes une marque ou institution ou autre, c'est bien d'avoir des hashtags plus ou moins niche, pas les trucs vagues. Sur Facebook, hashtag, l'optimal, c'est avoir 2 hashtags et que ça soit pas trop lent en fait. Un hashtag se compose de 2 mots, c'est largement suffisant. Plus c'est lent, plus ça fait mal aux yeux, plus aussi pour le hashtag, on veut bien que notre communauté, en fait, ils le partagent à leur tour. Donc, plus c'est lent, plus vous augmentez la chance pour que ça soit, qu'il y a des fautes qui sont commises et par conséquent, vous ne pouvez pas traquer par la suite combien de personnes ont posté votre hashtag. Donc, pour Facebook, c'est 2, en moyenne, c'est 2. Pour LinkedIn, vous avez 2 à 5. Pour Instagram, 8 à 10. Pour TikTok aussi, c'est 8 à 10. Donc, c'est en gros, Twitter aussi, c'est optimal, 2 à 3 maximum. J'espère que j'ai répondu à votre question, Amel. Alors, Khalil, qu'on peut améliorer l'engagement de publication sur LinkedIn. Déjà, qu'est-ce que vous êtes en train de poster sur LinkedIn et qui fait partie de votre réseau sur LinkedIn? LinkedIn, maintenant, il propose, il a une panoplie et bientôt, il va proposer déjà les stories. On va voir comment ça va se développer. Mais là, vous avez le post, la vidéo, les articles. Donc, vous pouvez uploader un document PDF. Vous pouvez aussi mettre un document PDF, oui. Vous pouvez aussi mettre des présentations comme des outils et des sites externes, mais qui font partie de LinkedIn comme SlideShare. Donc, il y a aussi le live. Vous pouvez écrire des articles sur LinkedIn. Donc, déjà, qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire sur LinkedIn? Une fois en fait que vous partagez un post et tout, n'hésitez pas à taguer les personnes ou les institutions ou toute, disons, entité ou personnes qui sont en relation avec ce post-là, avec les hashtags. En fait, c'est aussi d'essayer, la règle sur LinkedIn, c'est aussi d'avoir une fréquence. Donc, maintenant, partager une fois par, essayer de rédiger à l'avance. LinkedIn, c'est plus simple. Donc, essayez de rédiger à l'avance votre planning éditorial pour LinkedIn et un post par semaine que vous choisissez, que ce soit le mardi. Aussi un truc sur le digital, il n'y a pas de règle d'or. Et ce qui peut être vrai pour moi, ne pas être vrai pour toi, pour une raison ou pour une autre. Il n'y a pas de, c'est pas un truc scientifique, c'est pas 1 + 1 = 2. Non. Donc, sur le digital, surtout sur les réseaux sociaux, surtout avec tous ces changements et tout, c'est du test and learn. Si vous demandez à plusieurs personnes quelle est la clé, c'est du test and learn. En fait, personnellement, moi, sur LinkedIn, à une époque, j'ai constaté que j'ai commencé à tester les publications sur le samedi matin, et j'ai remarqué que j'avais un taux d'engagement et des chiffres bien élevés par rapport à la semaine. Ceci, c'était en septembre. Maintenant, j'ai retesté, je crois, en février. C'était pas la même chose. Donc, les réseaux sociaux, ils évoluent, les
les personnes y changent. Le contexte ici, il change comme en ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas en fait à tester et trouver à vos propres repères. Surtout, peut-être la recommandation, c'est de préparer le contenu en amont, avoir un contenu. Après, vous aurez qu'à poster le contenu et évaluer. Et n'hésitez pas aussi à interagir avec des gens, surtout créer de l'engagement sur les publications LinkedIn. Si vous êtes du genre à venir sur LinkedIn, balancer votre contenu et après repartir, puis revenir pour collecter les likes, ça ne marche pas comme ça. C'est un réseau social. Oui, ce n'est pas le Facebook où vous allez poster les blagues entre guillemets pourries ou vos selfies ou votre photo de fricassé ou de yo-yo. Mais interagissez avec les gens. Vous avez des gens qui font partie de votre réseau. Likez, posez des questions, interagissez. Ne soyez pas muets et juste là parce que si vous interagissez avec personne, déjà même votre profil il sera un peu mort vis-à-vis de l'algorithme de LinkedIn. J'espère que vous avez répondu à votre question. Lilou nous dit donc le choix de l'outil de com est basé sur la création croissante d'une communauté. Le choix de l'outil de com, en fait, c'est basé sur votre communauté, mais aussi c'est basé sur votre besoin. Et ces besoins, c'est basé sur votre secteur d'activité. Aussi, on oublie quelque chose, il ne faut pas oublier que si on a un site web, il faut créer cet écosystème-là. Donc, bien sûr, si c'est un site web qui est présentable, mais qui est aussi actualisé. Donc, n'hésitez pas toujours à renvoyer votre site web. Il y a ce call to action, voilà. Même à la fin, vous postez votre statut, votre photo, votre actualité. Et voilà, pour plus d'informations, voilà, pour nous suivre, voilà, veuillez nous joindre sur notre, veuillez visiter notre site web. N'hésitez pas aussi à mettre dans vos sites web des box pour les newsletters, pour vous abonner aux newsletters, pour voir s'il y a des personnes intéressantes qui vont s'abonner. Donc, c'est le choix en fait de l'outil de com. Il est basé sur la création, la croissance du communauté, mais aussi surtout sur feedback. Est-ce que cette communauté elle est réceptive à ce que vous postez ou non? Si elle n'est pas réceptive, il faut voir voilà les statistiques, changer, tester un peu des horaires, tester un peu des formats. Par exemple, vous êtes sur Instagram, vous postez des photos seulement fixes. Essayez de poster parfois des mini vidéos ou faire des stories un peu pour annoncer que vous allez faire un shooting, un peu the behind the scene. Donc, c'est essayer de chaque fois de tester soit les thématiques, soit les formats, soit les horaires, et un peu pour trouver ses repères et voilà, créer ce lien avec la communauté. Myra, pour une industrie de pharmaceutique, il est préférable d'avoir une publication sur Instagram. Quelle est la différence entre les personnes touchées et le nombre de réactions? Les personnes touchées, en fait, c'est qu'elles ont vu la publication, mais la réaction, c'est les gens qui ont, en fait, qui ont fait une action, que c'était pas les spectateurs silencieux, tout simplement. Et pour l'industrie pharmaceutique, préférable, je pourrais pas vous dire c'est préférable ou pas, c'est du test and learn, en fait. C'est que si vous allez choisir d'avoir des publications sur Instagram, est-ce que vous pourrez avoir le format Instagram? Bien sûr, pour l'industrie, d'après ce que je sais, pour l'industrie des pharmaceutiques, il y a des limites, il y a la loi, je crois, pour la publicité ou autre. Je ne connais pas les détails, mais je sais qu'il y a des restrictions. Donc déjà, par exemple, sur Instagram, je dis n'importe quoi, mais vous n'allez pas poster une photo bien Instagrammable avec une table et des fleurs et machin, et des pilules, quel que soit pour n'importe quel médicament, ou dire voilà, moi je suis grippée, voilà, je bois mon Fervex, comme ils le font, ou le faire avec une influenceuse. Donc là, le côté pharmaceutique, l'industrie de pharmaceutique, peut-être l'axe que vous allez, si vous allez aller sur Instagram ou d'autres, par exemple TikTok, comme le cas que je mentionnais tout à l'heure pour le Washington Post, ça va pas être la vente, ça va être l'éducation. L'éducation, surtout si vous avez par exemple un côté RSE, où vous remarquez que il y a un excès ou une mauvaise compréhension d'un médicament ou d'un autre, ou de l'industrie et tout. Donc, vous allez essayer de corriger certains mythes, corriger certaines mauvaises interprétations, mauvaises connaissances. Ça peut être sur Instagram et ça va, voilà, vous pouvez créer des infographies ou autre. Aussi, en fait, pour aller comme une industrie de pharmaceutique, aller sur Instagram, est-ce que votre cible est là? Qu'est-ce que vous cherchez finalement pour aller à votre Instagram? Les objectifs dont on a parlé au début, c'est de vendre, c'est de fédérer une communauté, c'est de recruter en fait. Il y a plusieurs maintenant marques qui vont sur Instagram, ils veulent pas vendre, ils veulent recruter. Ils savent en fait que les jeunes maintenant ils peinent à retrouver les bons profils. Ils savent que maintenant les jeunes ils se tournent plus sur l'entrepreneuriat, ils sont plus axés sur l'entrepreneuriat, ils cherchent plus le job fixe. Ils sont là sur Instagram avec des jolies photos, avec du bon contenu bien fait pour montrer et refléter un environnement de travail,
pour encourager les gens à postuler chez eux et à venir les rejoindre. Ben oui, restrictions. Faut-il adopter une stratégie SIM plutôt qu'opérer partout comme ça sera plus rentable et même plus efficace? Oui, en fait, je ne dis pas qu'il faut être partout. Ça dépend du besoin, ça dépend du moyen. Il y a des marques internationales qui se permettent d'être partout, mais chaque réseau social, il a sa cible, il a son type de contenu, ses règles internes, tout. En fait, c'est des chambres, disons qu'on va entrer dans des chambres bien spécifiques et chacune elle a sa déco et tout. Donc, si on peut aller sur tous ces réseaux sociaux, mais si on ne peut pas, bien sûr, c'est par objectif. Moi, je cherche monsieur, madame, tout le monde. Bah, je suis surtout pour certaines marques en Tunisie, bah, tu n'as pas trop le choix. Tu dois être sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. On a un gouvernement et une présidence qui communique sur Facebook. Bah, si on n'est pas sur Facebook, bah, officiellement, on est là via les groupes, via d'autres personnes. Donc, on doit être sur Facebook pour faire de la veille sur ce qui se dit sur nous, faire de la veille sur ce qui se dit sur notre concurrent et avoir une présence officielle pour contrôler le narratif et ce qui se dit sur nous. Après, pour les autres réseaux sociaux, c'est un objectif et c'est une cible à part. Par exemple, pour certains médias, pour certaines ONG ou des entrepreneurs, par exemple, ou activistes, bah, ils choisissent d'être sur Facebook et aussi sur Twitter. Twitter, c'est un réseau social qui a du potentiel, qui est très exploité dans certains pays du monde et qu'on zappe. Pour certains, par exemple, surtout les créatrices qui travaillent dans le domaine de la déco et autres, bah, il y a Pinterest. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur ou un artiste ou un créateur qui vous voulez exporter sur le marché américain, bah, vous devez être sur Pinterest. Par exemple, pour le cas de l'hôtel, par exemple, bah, Pinterest, ça peut être utile parce qu'il y a la déco, chaque hôtel il y a sa déco, donc, et aussi Pinterest, il est utile pour le référencement sur Google. Donc, en fait, c'est des petits ajustements pour Pinterest. Si on est présent sur Pinterest, c'est clair l'effort qu'il nous nécessite pour être sur Pinterest. C'est pas le même effort qu'on va avoir sur Facebook ou sur Instagram. Pinterest, on y va une fois par semaine, si ce n'est par quinzaine ou par mois, mettre son contenu dans les boards et dans les tableaux et voilà, écrire son descriptif. C'est plus disons, un truc automatique. Alors pour ces réseaux sociaux, il y aura des commentaires, etc., etc. Donc, c'est en fait un dosage à trouver et tout dépend de la cible, effectivement. Emna, tout cela dépend toujours de notre cible, tout à fait, tout un autre contenu et qui on s'adresse. Aussi, tout dépend aussi avant de notre cible, mais je répète, de nous. Est-ce que je fais faire du recours au marketing offline, Taha? Qu'est-ce que tu veux dire par cette question? Taha, tu es encore avec nous? Oui, bah, enfin, puisque moi je fais partie d'un radio associatif, donc on a la partie marketing online sur les réseaux sociaux, comme on a la partie marketing offline. Donc voilà, comment on peut. Bah, la question, c'est plus comment on peut avoir l'équilibre entre les deux, comment on peut assurer les tâches entre les deux, quoi. Déjà, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Par exemple, pour votre marketing en ligne, vous avez des offline, est-ce que vous avez des flyers? Est-ce que vous avez des flyers? Est-ce que vous avez des prospectus que vous diffusez, etc., etc. Bah, dans ces supports offline, est-ce qu'il y a votre page Facebook? Est-ce qu'il y a le lien de votre site web? Est-ce qu'il y a un QR code que lorsqu'on le scanne, il renvoie vers votre site web? Déjà, est-ce qu'il y a un point qui est fait entre le offline et le online? Mais sinon, en fait, c'est votre mix marketing. Vous savez que si vous avez une campagne radio ou autre, donc c'est votre planning marketing et le marketing digital, c'est juste, il fait partie. L'erreur que certains y commettent, c'est qu'ils favorisent le marketing offline. Par exemple, ils ont un spot radio
et qui dure 2 minutes et on le balance sur la page Facebook. Bah, ça marche pas comme ça. L'audio, en fait, le format podcast, oui, si c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui raconte une histoire, mais c'est pas pour dire la pub, ah, salut Salah, t'as vu la promo? Ah, quelle promo? On a un produit gratuit pour 2 achetés. Là, il faut mettre du visuel et tout. Après, il faudra adapter l'information au support, tout simplement. Ou bien le spot vidéo qui dure 3 minutes qu'on va balancer sur la page Facebook. Bah, c'est pour cela qu'on trouve pour certaines marques ou pour d'autres que voilà, les spots vidéo qui sont longs de plus qu'une minute, bah, ils sont sur YouTube. Facebook, c'est plus court. Instagram aussi, c'est plus court. Le mettre aussi, si vous allez choisir de le mettre sur Instagram. Instagram, oui, vous avez le format IGTV maintenant qui est entre 1 minute et 10 minutes. Vous pouvez mettre votre spot là, le offline dont on a parlé, qui dure 3 minutes, mais il doit être en format horizontal. Vous devez respecter les formats. Donc, lorsque vous allez produire votre spot horizontal, vous devez réfléchir aussi à l'horizontal, réfléchir aussi aux déclinaisons, par exemple en story, ainsi de suite. C'est en fait, c'est créer ce mix, respecter chaque spécificité en fait de canal, mais surtout créer le pont et adapter le contenu et le format à chaque canal, parce que chaque canal, il sert à un objectif, il a une cible et surtout, il a disons, des spécificités. D'accord. Qu'est-ce que personal branding? Soleil, elle nous dit qu'est-ce qu'il faut se concentrer sur des thématiques et des canaux pertinents dans notre corps d'activité, career field, ou bien se s'éparpiller et devenir plutôt que devenir spécialiste. Personnellement, c'est un choix. En fait, c'est un choix personnel. Il faut pas s'éparpiller. Bon, s'éparpiller, bien sûr, on va pas parler cuisine et tout. Parler des choses qui sont en relation avec votre secteur d'activité, que ce soit conseil, résumé d'un article que vous avez lu, résumé d'un webinaire, d'une conférence, votre valeur ajoutée dont on a parlé au début, mais aussi des hobbies, par exemple la peinture, la pêche. La pêche, ça montre que vous êtes patiente. Donc, si on est patient, donc voilà, ça reflète un trait de caractère qui peut être utile dans votre travail. Donc, ça sera bien aussi de le mettre dans votre personal branding. C'est aussi la question de c'est plus partager des hobbies et savoir en fait comment le partager. C'est pas voilà poster la photo en fait enfin de pas parler de pêcher mais ou la récolte des poissons du dimanche, mais plutôt un peu de storytelling. Moi, depuis enfant, j'aimais bien aller à la pêche avec mon grand-père et j'ai gardé cette habitude. Donc, c'est un storytelling qui montre que vous êtes patiente, que vous êtes habituée, que vous avez développé aussi un certain savoir-faire par rapport à la pêche, soit dire quel amont, quel truc mettre pour quel poisson, où aller pêcher, repérer les zones et tout. Donc, vous pouvez être architecte et en même temps aimer la pêche. Donc, ça montre que votre côté architecte et votre secteur de travail, mais aussi la patience. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Sinon, n'hésitez pas à mettre un commentaire et poser plus de questions. Si on a un projet commercial, l'objectif est de vendre. Il faut mieux utiliser un réseau social, Instagram, Facebook ou un site web. Il n'y a pas de règle d'or à mal. Par exemple, en France, ça explose ce qu'on appelle les instapreneurs. C'est des entrepreneurs qui sont sur Instagram et qui vendent. Avoir une page Facebook, oui, ça aide. Ça sera bien d'avoir un site web, mais aussi le site web, ça coûte cher. Surtout, c'est quel site web? Est-ce que c'est un site web vitrine? C'est juste une landing page où on trouve votre logo, vos liens des réseaux sociaux. C'est aussi pour le référencement. Quand je tape votre nom, je trouve. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez un projet commercial, n'hésitez pas aussi à, comment dirais-je, à penser à votre référencement. Moi, quand je vais vous googler, je dois vous retrouver et je trouve voilà, votre site web qui est même une landing page. Je trouve votre compte, par exemple, Instagram, Pinterest, ainsi de suite. Donc, la vente, la question que je vous pose, la vente, elle se passe où? Elle se passe en ligne, donc est-ce qu'elle se passe dans votre site web? Et dans ce cas-là, c'est pas juste une landing page, c'est un site de e-commerce, ou je dois aller au point de vente physique, ou je passe une commande, donc c'est une vente en ligne plutôt que du e-commerce. Je pense une commande par message privé et voilà, et je fais le paiement via la poste et je la réceptionne. Donc au fait, ça va dépendre un mal aussi de comment fonctionne
la vente aussi, votre canal en fait de vente, mais tout le processus. Donc, pour le client, donc les réseaux sociaux, c'est clair, Facebook ou Instagram, c'est là qu'il va découvrir votre produit, mais aussi qu'est-ce qu'il va découvrir par rapport à votre produit. Vous vendez une brosse à cheveux, bah, cette brosse, elle me brosse les cheveux, elle me les fait raides, elle me les coiffe, elle fait attention au cuir chevelu, elle fait du massage, elle fait quoi exactement? Donc, c'est ça que je vais trouver sur vos réseaux sociaux. Et après, le call to action, voilà. Donc, tout dépend aussi de votre moyen. Est-ce que la vente se passe en ligne, elle se passe offline? Juste essayer de maîtriser votre tout parcours client de la minute où il atterrit sur vos comptes sur les réseaux sociaux jusqu'à aussi la suite en fait. Et je pense pour la vente et le côté commercial, la tâche ne s'arrête pas à la vente, mais aussi après le feedback, le remerciement, la fidélisation. Si vous avez un site web et que voilà, il a entré son email, bah, n'hésitez pas à lui envoyer des emailings, ne serait-ce que pour lui dire Aïd Mabrouk et bonne année avec bien sûr en utilisant votre charte et vos codes couleurs et votre logo et avec une touche personnelle. Opportunités et limites de LinkedIn. Opportunités et limites LinkedIn, ça va être Samy, ça a été proposé, mais ça va être une autre fois. Mais les opportunités, juste peut-être une petite parenthèse, les opportunités de LinkedIn, vous pouvez trouver des clients, des prospects, connaître des personnes qui pourront vous être utiles, avoir un réseau. Pour moi, du moins, c'est pour mon cas, des intermédiaires en fait qui vont être le pont entre vous et un client, un partenaire, un investisseur, etc. Les limites de Facebook, de LinkedIn, c'est pour que certains l'utilisent un peu comme trait social et ils se Facebookisent un peu, je trouve, des chansons. L'autre qui annonce le mariage de son fils, l'autre qui met la publication de sa grand-mère qui est décédée. Oui, on est triste, mais c'est pas trop le cadre du LinkedIn. LinkedIn, voilà, il faut lui consacrer du temps pour les publications, pour entretenir le réseau, pour publier du contenu. Aussi, il faut essayer les différents types de contenus, les présentations sur SlideShare, les articles sur Pulse, les lives, ça dépend de ce que vous allez produire pour le live, etc. etc. Donc, les limites aussi, c'est oui, il est là, oui, il est gratuit. L'erreur, en fait, que les gens ils commettent, oui, mais les réseaux sociaux, ils sont gratuits. Bah, comme on peut voir, c'est pas gratuit, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de neurones en fait pour réfléchir, pour évaluer, ainsi de suite. Et la règle, c'est toujours il faut évaluer et voir. Et surtout, peut-être un petit conseil, c'est d'être curieux, voir ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit dans votre secteur, chez vos concurrents, mais aussi en général, les tendances sur le digital, chaque année, elles changent. Les spécificités des réseaux sociaux, en fait, ils changent. Aujourd'hui, voilà, tout le monde passe au format story. Sur Instagram, bah, les chiffres, ils ont montré que l'année dernière, surtout, les gens, ils ont switché pour les stories. Donc, les gens, ils consultent plus les stories sans passer en horizontal plus qu'en vertical. Donc, il a tendance à avoir 10 stories à chaque connexion qu'avoir 2 posts. Donc, on favorise on fait plus de stories. Donc, lorsqu'on va faire du contenu pour Instagram, bah, on va faire 10 stories par semaine et 2 posts fixes par semaine. Donc, c'est aussi, connaissant un peu les habitudes et les tendances, ça va nous permettre un peu d'orienter notre format et notre type de contenu. La question Amal, LinkedIn lancera bientôt un nouvel format story comme Instagram. Oui, LinkedIn il va lancer les stories. Déjà, ils ont commencé à la tester en Amérique et je crois en France. Twitter aussi, il lance les stories. Bah, YouTube, il a les stories. Facebook, il a les stories. Bah, tout le monde, il a les stories. Les pages Facebook aussi, n'hésitez pas si vous avez des pages Facebook à tester aussi le format story sur votre page Facebook parce que maintenant aussi, les gens, quand ils sont sur Instagram, il y a les gens maintenant qui se connectent plus sur Messenger pour les discussions privées. Et par conséquent, ils voient les stories. Bah, n'hésitez pas aussi, les stories qui apparaissent dans le fil d'actualité de votre Facebook, bah, n'hésitez pas aussi à tester les stories dans votre page Facebook. En fait, comme j'ai dit, c'est du test and learn, c'est différents formats qui changent et chacun, en fait, au final, c'est des petits efforts, surtout si c'est organique et c'est pas très poussé, c'est pas des grandes campagnes. Donc, c'est des petits efforts qu'au final, ils sont être réunis pour apporter certains fruits, certains résultats et avoir une conversion ou de nouveaux clients ou même pour la moindre des choses contribuer à la notoriété, à nous faire connaître. La question, nanana, LinkedIn, oui, ok. Mais quel objectif? Bah,
LinkedIn a vu tout le monde a les stories. Ils ont lancé les stories comme ils ont lancé les, euh, les lives. Mais ça peut être utile. Par exemple, le story, je poste, par exemple, pour ce webinaire, moi, je peux poster en story. Voilà les coulisses un peu, voilà le behind the scene, en fait, de notre travail. C'est pas aussi les photos où il y a les gens qui commettent l'erreur à montrer des publications, des stories avec leur écran, avec toutes les informations professionnelles et les secrets de la société. Mais voilà un peu les dessous. On se prépare pour la conférence, on se prépare pour la talk. Le talk, voilà, réunion. Mais attention à ne pas divulguer les trucs personnels de la société. On arrive un peu à la fin. Moi, j'ai prévu 1 heure. Si vous avez des questions pour boucler cette session, et j'espère surtout des feedbacks, j'espère que ça a été fructueux et utile et ça correspondait un peu à vos attentes. Franchement, merci beaucoup, Baya. Voilà, vous avez éclairci beaucoup de choses pour moi. Et il y avait la petite question concernant le quiz et enfin les quiz et les compétitions en ligne. Est-ce que vraiment, je sais pas, moi je le trouve, ça donne pas de valeur à la publication, mais elle attire beaucoup de gens et tout. Donc, est-ce que faut-il vraiment, est-ce qu'elle est efficace de faire recours à ce genre de trucs pour augmenter peut-être le taux d'audience de notre publication? Oui, ça aide en fait les quiz. C'est un outil parmi les. C'est pas un outil, mais bon, ça existe. C'est parmi les types de publications que vous pouvez faire, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram Story. Déjà, sur Instagram Story, c'est vraiment recommandé d'utiliser les stickers, d'utiliser les GIFs animés, d'utiliser les questions, en fait. C'est une façon de pousser. On a tendance peut-être à répondre, à cliquer, en fait, si on a un poll, par exemple, ou un quiz, on pose le choix A et le choix B, on a plus tendance à choisir vite fait, quand bien sûr, c'est sur notre timeline. C'est plus simple, en fait, aux gens de cliquer sur, voilà, oui ou non, ou le choix A ou le choix B, et ça nous permet de collecter, en fait, des informations, de mieux connaître notre cible. Donc, imaginez, vous avez une publication qui a fait 500 vues, vous avez collecté 30 remarques, 30 réponses, bah, c'est pas mal. Un peu, ça vous oriente aussi. N'hésitez pas à demander à votre communauté, est-ce que vous préférez des clips, je dis n'importe quoi, par exemple pour les trucs culturels, vous préférez pour la radio, vous préférez des vidéos sur live ou des vidéos préenregistrées. Est-ce que vous préférez le matin ou le soir? Est-ce que, par exemple, il y a la page de Mosaïque FM, pour la matinée, sur Instagram, ils utilisent le questionnaire pour que les auditeurs ils choisissent la chanson qu'ils veulent écouter lors de l'émission. Donc, c'est des petits détails, en fait, pour fidéliser, mais aussi pour interagir et pour pousser votre communauté à ne pas être réceptif, à plutôt être active et avoir voilà, une action à faire, si ce n'est que pour choisir la chanson qu'ils veulent écouter. Mais ça permet aussi de collecter des feedbacks, même pour l'organisation d'événements ou autre. Est-ce que vous voulez virtuel ou en ligne? Vous voulez cet outil ou cet outil? Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Tous ces outils-là ou toutes ces spécificités-là ou cette fonctionnalité-là, elles sont là pour être utilisées. Donc après, c'est disons le petit X, c'est voilà, trouver qu'est-ce qui marche pour vous et qu'est-ce qui intéresse votre communauté. Merci. J'espère que ça a été utile pour vous. Si vous avez des recommandations, vous avez mon email. Si vous avez des recommandations et des questions, je suis à votre disposition. Et peut-être j'essaierai de. J'ai vu que certains plutôt d'entre vous n'ont pas choisi cette thématique. Bon, c'est à laquelle il y a eu le plus de votes. Peut-être la prochaine, ça va être surtout sur LinkedIn ou d'autres aussi, les stories Instagram, on verra. Je ne sais pas comment vous avez eu l'information. Moi, je poste surtout sur LinkedIn le côté professionnel. N'hésitez pas voilà, à me suivre sur LinkedIn et si j'ai un prochain webinaire qui sera programmé, je vous enverrai un email. Merci à tous et voilà, et bonne journée, bon confinement. Restez chez vous surtout. Au revoir.